cours de leur lutte contre les États centraux, ils vont se rendre compte que la question de l'indépendance du Kurdistan est vraiment une question très complexe. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas qu'une question d'indépendance. Pour les Kurdes, c'est une question d'indépendance, unification. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une indépendance des quatre parties du Kurdistan, mais aussi une unification des quatre parties pour en faire qu'une. Donc c'est une question très compliquée, auxquelles se sont confrontés les partis politiques kurdes. Et ils ont eu comme réponse d'avoir un projet minimum qui est, à minima, avoir l'autonomie. Bienvenue dans cet épisode de Cause Kurde avec Azadi. Azadi, bonjour. Bonjour. Alors, tu es issu d'une famille kurde alévi qui est arrivée en France dans les années 90 et tu es militant décolonial. Tu collabores aux médias Parole d'honneur et Leçons kurdes, les damnés des montagnes est ton premier livre publié aux éditions de La Fabrique. Bravo. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est le premier livre dédié à la question kurde au sein de La Fabrique, ce qui est un peu étonnant quand on connaît leur ligne éditoriale. Donc, on est très content qu'enfin ce livre existe. Alors, je vais résumer la situation kurde en 3 phrases pour éviter de redite pour des personnes qui connaîtraient déjà très bien la situation du peuple kurde, mais pour quand même poser un petit peu le contexte pour les auditeuristes pour qui ce ne serait pas le cas. Donc, le peuple kurde est aujourd'hui le plus grand peuple apatride au monde. Il est réparti entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres prévoyait la création d'un État kurde, mais cette promesse a été abandonnée avec le traité de Lausanne en 1923. Et depuis, les Kurdes vivent une histoire qui est faite de lutte, de résistance, de revendication pour la reconnaissance de leurs droits et de leur autodétermination. Alors, dans ton livre, tu reviens longuement sur les aspects historiques de la lutte kurde. C'est vraiment un ouvrage qui est, d'ailleurs, ça a été souligné dans les autres interviews que tu as données, c'est un ouvrage qui est très précis, qui est détaillé, qui est vraiment très historique, extrêmement sourcé. Et tu écris d'ailleurs, se réapproprier son histoire est la première étape du réveil du colonisé. Alors justement, comment est-ce qu'on réécrit son histoire quand on est privé de sa langue, mais aussi de ses archives? Alors, avant tout, merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi et pour pouvoir parler du livre. Sur cette première question que tu viens de me poser, je trouve que donc c'est la vraiment première partie de mon livre. Donc, avant même de raconter l'histoire des Kurdes, je passe un moment sur le livre pour expliquer justement ce que tu viens ce que tu viens d'évoquer, cette question de se réapproprier l'histoire. Et donc ça, c'est un premier point important. Comme tu l'as dit, un peuple colonisé comme le peuple kurde ou d'autres peuples dans l'histoire, à qui en plus on a enlevé la langue, enfin on a interdit la langue, on a eu une volonté d'assimilation envers le peuple kurde. Donc tout cela fait que l'histoire est évidemment aux mains des colonisateurs et des vainqueurs. Donc le récit national kurde n'a pas pu se former tout comme les autres récits nationaux de tous les autres pays, que ce soit la Turquie, la France ou tous les autres pays du monde. Et donc c'est un travail qui a été fait par les intellectuels kurdes et par les partis politiques, par les militants tout au long même du XXe siècle et même encore avant d'ailleurs, même dans Mémésine, quelques siècles plus tôt, il y a déjà ce travail de vouloir se réapproprier l'histoire, de la raconter du côté des Kurdes et pas seulement du côté de l'Empire ottoman, de l'Empire perse ou ensuite des 4 États qui colonisent le Kurdistan. Et donc cette première étape de se réapproprier l'histoire, c'est aussi la raconter du point de vue des Kurdes. Et c'est ce que je fais notamment dans le livre, la première partie où j'explique la colonisation du Kurdistan. Et donc, pour expliquer la colonisation du Kurdistan, il faut expliquer l'histoire de cette région-là, qu'on appelle Kurdistan, à travers ce qu'ont vécu vraiment les Kurdes. Et pas à travers la création et la formation des États nationaux turcs, arabes ou iraniens. Et pour ce faire, justement, raconter la colonisation du Kurdistan, c'est déjà se réapproprier l'histoire puisque le Kurdistan n'a jamais été désigné comme une colonie et il a jamais été, enfin officiellement désigné comme colonie. Et donc déjà raconter l'histoire du Kurdistan à travers cette colonisation du Kurdistan, c'est déjà une première façon de se réapproprier l'histoire. Et c'est ce que je fais notamment toute la première partie du livre où j'essaye de démontrer le fait colonial kurde, en me basant sur, divers faits historiques. Ce qui va m'intéresser aussi, c'est de savoir comment toi, concrètement, tu as travaillé l'écriture de ton livre. Hem, alors le livre, je l'ai dis beaucoup de gens me posent la question combien de temps je l'ai écrit parce que c'est vrai qu'il est dense et il y a beaucoup de faits dedans. Moi, ça fait plusieurs années, enfin
des années et des années que je lis beaucoup d'ouvrages, notamment sur les Kurdes. J'ai quasiment lu tous les ouvrages qui sont sortis sur les Kurdes en langue francophone, et même aussi certains ouvrages en d'autres langues, notamment en anglais ou en turc. J'ai ce malheur, entre guillemets, de pas avoir une très bonne mémoire. Donc moi, quand je lis un ouvrage, je prends des notes, je prends beaucoup de notes. Et j'ai deux cahiers de 200 pages de notes. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que l'écriture de mon livre a débuté quand j'ai déjà pris des notes sur différents ouvrages qui traitent des Kurdes en langue francophone. Et ensuite, quand est arrivé le moment de d'écrire vraiment l'ouvrage, après avoir discuté avec la fabrique, d'avoir calé le plan, eh bien justement, je me suis senti beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus, l'écriture était beaucoup plus fluide grâce à ces notes que j'ai écrites sur les différents livres que j'avais lus. Et aussi, l'écriture de mon livre, c'est aussi basé sur mon travail militant depuis plusieurs années au sein des milieux antiracistes et anti-impérialistes, où je me suis rendu compte que la question kurde n'était pas du tout à sa juste place. C'est-à-dire qu'il fallait remettre la question kurde au centre des questions, anti-impérialistes, anticoloniales, ce qui n'était pas le cas. Et donc, je dirais que l'écriture de mon livre, ça s'est fait à la fois à partir de mes lectures d'ouvrages sur plusieurs années, et aussi à partir de mon travail militant, ou en contact avec les autres militants en France, notamment sur les questions anticoloniales. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai vide, un vrai manque de connaissances sur les Kurdes, ou qu'il fallait donc justement, auquel, je trouvais que le livre devait répondre, et c'est comme ça que j'ai pensé le livre, à la fois faire connaître les Kurdes, remettre la question kurde au centre des questions anticoloniales, et apporter des, leçons politiques à partir de la lutte du peuple kurde. Donc je comprends mieux pourquoi ton ouvrage est aussi sourcé du coup, compte tenu de ta méthode de travail. Alors je te le disais en off, hein, avant qu'on lance l'enregistrement, ce que je te proposais, c'est de te lire des extraits de ton ouvrage et de te faire réagir sur ces extraits. Donc je vais citer les pages aussi pour les personnes qui souhaiteraient les retrouver. Donc page 25, tu écris, puisque tu te bases beaucoup sur le travail de Frantz Fanon, tu écris dans les damnés de la terre, Frantz Fanon souhaitait dévoiler, en pleine guerre de libération algérienne, les mécanismes individuels et psychiques de la colonisation. Attentif à la manière dont la colonisation affecte l'identité personnelle et collective, il cherchait ainsi à démontrer comment elle imprégnait chaque aspect de la vie des colonisés, modifiant leur comportement, les détachant de leur culture et de leur histoire. Alors tu dis que ces écrits de Fanon sur la société algérienne soumise à l'occupation coloniale française résonnent, hein, avec la situation vécue par le peuple kurde. Est-ce que tu peux expliciter? Bah, merci tout d'abord pour cette question, parce que ça me permet de raconter une petite histoire. Moi, quand j'ai lu Les Derniers de la Terre, c'était il y a plusieurs années, c'était, 4 ans ou 4 ans ou 5 ans. Et donc je lis Les Derniers de la Terre, et c'est réellement une révélation tout au long du livre. Quasiment dès les premières pages, j'ai l'impression de vraiment lire l'histoire du peuple kurde, ou en tout cas, je vois beaucoup de similitudes entre ce que Frantz Fanon racontait pour le peuple algérien et ce que moi je savais, du peuple kurde, ce que mes parents me racontaient de ce que j'avais lu. Et donc déjà, ça m'avait énormément frappé. Déjà, évidemment, le livre est formidable et exceptionnel, mais en plus de la qualité du livre, la ressemblance avec le peuple kurde m'avait frappé. Notamment, vis-à-vis, comme je l'explique dans le livre, les mécanismes individuels, ce que la colonisation provoque individuellement aux personnes, en termes de psyché, et cetera. Ce que François Fanon décrit dans son livre Les Damnés de la terre, je le retrouvais à travers ce que ma mère me racontait, de ce qu'elle a vécu, au Kurdistan turc, avec, l'école qui était très violente vis-à-vis des Kurdes, parce qu'il y avait l'interdit de la langue kurde, et donc l'école était aussi un moyen de réprimer et d'opprimer les enfants kurdes qui parlaient pas la langue turque. Ensuite, il y avait aussi toute la question de la police, l'armée, et cetera, bien évidemment. Et aussi de la violence symbolique et de la violence très, très puissante, qu'il y a aussi à l'école, où on a appris à ma mère et à tous les enfants kurdes, l'histoire vue à travers vue à travers, le nationalisme turc, où les Kurdes n'existent pas du tout. Et donc ça a provoqué quelques effets psychiques, très importants, dont je parle d'ailleurs dans le chapitre 2 du livre, où je passe tout un temps, où j'essaye de faire un peu comme ce que Frantz Fanon a fait. Mais évidemment, je suis pas psychiatre comme Frantz Fanon. Mais l'idée, c'était aussi d'expliquer, les conséquences de la colonisation du Kurdistan sur les individus. Et ça, c'est très important, parce que on peut parler de la colonisation à travers, des faits, des chiffres. Je pourrais par exemple dire qu'il y a eu, 500 000 morts, telle année, il y a eu, 10 000 villages brûlés, 1 million de personnes déportées.
ça n'a pas le même effet. Enfin, c'est des chiffres, on se rend pas compte, de la puissance des chiffres. Quand on parle d'1 million de déportés, 500 000 morts, c'est énorme. Les gens se rendent vraiment pas compte, c'est une succession de chiffres. Ça, je me suis notamment rendu compte, avec, le génocide en Palestine où, quand on raconte qu'il y a ça eu 50 000 morts ou 100 000 morts, ça n'a pas le même effet que quand on voit littéralement une enfant, mourir brûlée, vive et on voit les vidéos. Et donc Mmh. c'était aussi important de montrer les effets concrets de la colonisation et pour les montrer, il fallait passer par, donner la parole aux personnes concernées, aux personnes à qui on a enlevé la langue justement, à qui on a interdit de parler la langue kurde et c'est ce que j'ai aussi fait, ce que j'ai essayé de faire dans le chapitre 2 où je reprends les témoignages d'un livre de Jacqueline Samali qui était partie, au Kurdistan turc dans les années 90 et ça me permet justement de parler de ce que mes parents m'avaient déjà raconté de leur vécu personnel, de quand ils étaient enfants ou même jeune adulte, vis-à-vis de la police, de l'État turc de manière générale et donc grâce à ces témoignages-là, de ce livre-là, j'ai pu en quelque sorte faire, un peu ce que le François Hollande a fait dans Une année de la Terre, c'est-à-dire redonner, une forme de, redonner une humanité à ce qu'a été la colonisation, à expliquer ce que ça a été concrètement, sur les humains finalement. C'est-à-dire, redonner une forme de, sensibilité humaine à ce qu'était vraiment la colonisation pour les individus. Voilà, c'était vraiment ce travail-là qui était important pour moi. Tu parles peu, de ta famille et même de toi, sur ce que ça vous a fait à vous en tant que famille, les effets de la colonisation. Est-ce que c'est un choix, délibéré de mise à distance? Alors, c'est un peu le cas, mais en même temps, c'est aussi, disons que c'était aussi une forme de légitimité. En ne parlant pas des témoignages de ma famille ou de ce que moi ou ce que ma famille a pu vivre, malgré le fait que, comme je l'ai expliqué précédemment, je baigne dedans depuis que je suis petit. Alors si je l'ai pas fait, c'est vraiment pour une question de légitimité. C'est-à-dire que je voulais que mon livre, j'ai pas envie de passer un moment dans ma livre en disant voilà, je cite mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, voilà ce qu'on a vécu. Alors que là, je trouvais ça puissant de me baser sur un ouvrage qui est publié aux éditions Lamartine. C'est un ouvrage qui justement l'ouvrage de Jacqueline Samali qui est un ouvrage de témoignage. C'était plus puissant pour moi en termes de légitimité, littéraire et politique de me baser sur cet ouvrage-là, plutôt que de raconter le vécu de ma famille. Ceci étant dit, c'était aussi un peu, j'aurais voulu le faire, j'aurais quand même voulu parler à ma famille, mais je me suis dit et c'est ce que c'est ce que je me suis dit à l'époque et c'est le cas maintenant, c'est que l'ouvrage, c'est important pour moi qu'il soit légitime en soi, qu'il soit s'il est auto-sourcé, c'est aussi pour qu'il se défende de lui-même. C'est-à-dire que si quelqu'un veut contredire ce que j'ai pu dire, bah, il peut aller voir les sources, tout est sourcé. Alors que des C'est témoignages de la d'ailleurs par famille moments un peu frustrant parce qu'on passe son temps à aller voir les notes de bas de page qui sont à la fin. Parce qu'effectivement, on se dit: «Ah chouette, c'est quoi la source?» Et puis il y a des informations parfois complémentaires dans les sources, voilà, que tu as décidé de mettre à cet endroit-là et pas nécessairement dans le texte et que j'ai trouvé extrêmement intéressantes aussi. Donc voilà, on lit vraiment les 2 en parallèle. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'aime pas moi, quand je source, en général, j'aime pas juste mettre une note bas de page, voilà la source. J'essaie d'expliquer aussi des choses en complément que j'ai pas pu mettre dans le livre, parce que sinon ça chargerait de beaucoup trop le livre. Et donc voilà, l'idée, c'est premièrement la légitimité du livre et aussi, pour compenser le fait que j'aurais quand même aimé parler de ma famille, aimé parler de mon vécu dans le livre, ce travail-là, en fait, je le fais en rencontre. Dans les rencontres dans les librairies notamment et aussi parfois dans les vidéos. Je profite des questions qu'on peut me poser pour parler justement de ce que ma mère m'a raconté, mon père m'a raconté, ce que j'ai pu vivre et là, c'est plus agréable parce que du coup, je profite des rencontres avec les personnes directement dans les librairies notamment, pour parler de ce vécu-là que j'ai pas pu parler que j'ai pas pu évoquer dans le livre. Voilà. J'en profite pour dire que le site de la Fabrique est très bien fait et qu'on y retrouve, la liste de toutes les rencontres qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier si on peut pas te rencontrer, en librairie prochainement. Alors, citation suivante qui est la page 44. Telle est la première violence coloniale. Avant même la répression et les massacres, les Kurdes sont l'un des rares peuples au monde qui s'est vu refuser brutalement le droit de parler sa langue, de porter ses vêtements traditionnels, d'évoquer son pays, son histoire, de jouir du droit d'enseigner sa langue à ses enfants. Un peuple qu'on a voulu faire disparaître du passé et du futur.
Avant de te faire réagir et pour rejoindre ce que tu disais, précédemment sur, l'importance de donner des exemples concrets et pas juste des grands chiffres qui effectivement ne permettent pas de prendre conscience de l'ampleur des choses. Je trouve qu'un exemple qui est très éloquent en lien avec cette citation et tu y fais mention à un moment donné, c'est l'incapacité d'une mère qui vient rendre visite à son fils qui est en prison de pouvoir parler avec lui, puisqu'elle ne parle pas le turc, et elle a l'interdiction de parler kurde dans l'enceinte de la prison et donc elle se retrouve face à son enfant et elle est contrainte au silence. Ouais, ça c'est terrible ça. Ça c'était terrible. Même en l'écrivant, j'étais très, ému en l'écrivant. Mmh. Maintenant pour revenir à la citation, c'est vrai que il y a une spécificité, il y a des spécificités de la colonisation du Kurdistan et l'une d'entre elles, c'est quand même l'interdit de la langue. Et c'est difficile de se rendre compte des effets que ça peut produire, tant qu'on n'a pas donné la parole justement à ceux qui ont perdu, le droit d'utiliser, de l'utiliser en justement. Et donc c'est le cas des personnes kurdes qui, du jour au lendemain en Turquie ne et en Turquie, je dis en Turquie, mais c'était quasiment le cas pareil aussi en Syrie, en Irak et en Iran en fonction des périodes, historiques et des régimes politiques. Mais en Turquie, c'est constant depuis le début du XXe siècle. Donc ne pas pouvoir parler sa langue maternelle, ça a des effets vraiment, terribles et le propre, quand même une caractéristique importante de la colonisation du Kurdistan, ça a été ce changement brusque quasiment du jour au lendemain, dès 1923 quasiment, où, donc dès la création de la Turquie moderne, où la langue et les mots kurdes, Kurdistan et la langue a disparu du jour au lendemain, enfin disparu dans le sens plutôt a été interdit du jour au lendemain et ça c'est vraiment extrêmement terrible comme violence puisque en ne permettant pas aux gens d'utiliser leur langue maternelle, celle qu'ils connaissent, le kurde, en leur interdisant leur usage dans l'espace public, voire même l'espace privé tellement, il y a aussi une violence qui va jusque dans l'espace privé. Et ben ça empêche énormément de choses. Ça empêche, de revendiquer des droits, ça empêche de communiquer, rien qu'entre les personnes, en question et donc c'est une violence extrêmement, 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 contraignante et répressive puisque là, on touche à, la communication. On peut plus communiquer, si on connaît que cette langue-là et qu'on peut pas l'utiliser pour communiquer, on peut plus communiquer et c'est terrible. C'est terrible parce que ça a eu des conséquences absolument, terribles comme tu l'as expliqué avec, cette mère et son enfant, mais aussi entre toutes les mères et les grands-mères et tous les parents et les enfants qui partent à l'école, qui apprennent le turc et qui rentrent à l'école, qui doivent parler kurde. Mais en plus, il y a beaucoup de restrictions aussi au sein de la famille, au sein de la maison, familiale, puisqu'il y a aussi des personnes qui passaient à côté des maisons pour écouter si on parlait bien turc ou kurde. Si on parlait kurde, le lendemain, les militaires venaient taper tout le monde dans la maison. Ça, par exemple, justement, c'est l'histoire que ma mère me racontait, c'est qu'il y a aussi des enfants dans les villages kurdes qu'on imposait, qu'on poussait à aller écouter dans les maisons de toutes les personnes du village et qui devait faire un rapport, soit au professeur, soit, à l'armée qui était en place et le lendemain, l'armée partait, et allait taper aller dans les maisons où, l'enfant avait entendu parler kurde la veille pour aller frapper, toutes les personnes, qui le souhaitaient. Donc il y avait vraiment cette très grande violence vis-à-vis de la langue kurde qui a, comme je l'ai dit, précédemment, des effets extrêmement terribles, en termes de communication, en termes de vie, de tous les jours. Ça me fait penser à une anecdote dans mon village où, j'avais un camarade de classe. Donc moi, je viens d'une région qui a été, annexée, par l'Allemagne pendant la guerre et sa grand-mère ne parlait qu'allemand et lui ne parlait plus que français et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2 générations, en fait, les personnes qui faisaient partie de la même famille n'avaient plus de langue commune, en fait. Et ça, c'est une problématique, qu'on retrouve aussi au Kurdistan où la langue a été tellement interdite, qu'il y a des Kurdes qui ne parlent plus kurde. Oui, c'est vrai, ça c'est terrible. Bah, justement, ça c'est à la fois l'effet de l'interdit de la langue et l'effet de l'assimilation forcée. Mais ça c'est une très grande, tristesse puisqu'en plus la langue kurde est très diverse. Il y a pas qu'un seul, il y a plusieurs dialectes et cette diversité de la langue kurde, elle se perd d'autant plus que, il y a de moins en moins de personnes qui parlent le kurde en raison des restrictions pour, pouvoir l'apprendre à l'école, même à l'université, c'est quasi impossible dans les cas enfin, Mmh. surtout en Turquie, mais dans d'autres pays aussi, c'est compliqué. Donc il y a vraiment cette complexité, de l'apprentissage de la langue kurde qui a comme effet, comme tu l'as très bien dit, qu'elle est de moins en moins parlée et ça, c'est très, très grave, parce que ça c'est quand même, un marqueur très important de notre peuple.
Je te fais réagir à la citation suivante qui se trouve page 56. La situation coloniale du Kurdistan est née avant tout d'une volonté des États centraux d'unifier la population au sein de frontières décidées par les puissances occidentales. Pour ce faire, un ensemble de lois et de mesures répressives ont été adoptées qui ont en réaction systématiquement suscité des soulèvements. La répression appelle la résistance, qui est à son tour brandie pour légitimer une répression plus brutale encore. La boucle de violence coloniale a toujours pour origine le colonisateur, mais la responsabilité est invariablement jetée sur le colonisé. Oui, bah ça, c'est le cycle de violence perpétuelle de la colonisation. C'est vraiment le. Et ça, on le voit encore aujourd'hui, c'est toujours le prétexte de traiter le Kurde qui va vouloir revendiquer ses droits et traiter de terroriste. Mm. Et à partir de ce qualificatif de terroriste, on peut faire ce qu'on veut. On peut génocider, on peut bombarder, on peut brûler, on peut déporter, on fait ce qu'on veut. Et ça, Et c'est vrai que ça c'est la résonne triste. beaucoup avec la situation palestinienne. Exactement, il y a une grande résonance parce que en vouloir aux Palestiniens de se battre avec des cailloux durant l'intifada, la première intifada dans les années 80, même, enfin, de 90 plutôt, 80-90, d'en vouloir aux Palestiniens de se battre avec des cailloux, ça reste justifier la répression violente à partir d'une résistance bénigne et même très peu violente. Ça a toujours été ça le propre de la colonisation. C'est qu'on va, par exemple, prenons le cas plus simple de la France parce que à Sétif et à Guelma, le 8 mai 45, il y a des personnes qui ont brandi des drapeaux algériens. On va massacrer plus de plusieurs dizaines de milliers de personnes en quelques jours en 45. Comme ça, c'est extrêmement violent. Et chez les Kurdes, c'est pareil, ça a toujours été comme ça. C'est que les États centraux vont toujours faire les pays occidentaux ont toujours fait, hein. Supposer qu'il y a enfin l'ennemi, supposer une violence de l'ennemi, une volonté de l'ennemi étant là dans la question le Kurde, supposer une violence de l'ennemi pour la réprimer et la violenter de manière absolument abjecte et innommable, soit en prévision parce que on suppose qu'il va être violent, soit même en réponse à une résistance qu'on a nous-mêmes provoqué, c'est-à-dire que les États eux-mêmes ont provoqué en raison des pratiques oppressives qu'ils ont mis en place. Ça va toujours être comme ça, c'est que la résistance a toujours pour origine une oppression qui a été mise en place précédemment. Et ensuite, bah, après, le cycle de la violence se poursuit et on arrive à un point où c'est la question des rapports de force qui peut simplement régler la question politique. C'est la question du rapport de force. Après, bon, c'est la question de la lutte armée et de ce qu'elle apporte vraiment, ce qu'elle peut apporter comme résolution concrète de la solution. Et ça, c'est des discussions très complexes et très longues que les questions, que les partis, enfin, que les luttes de libération nationale anticoloniaux ont toujours eu comme sujet de débat. Voilà, après, ça, c'est un débat très long. Tu écris à un moment donné dans ton ouvrage, et c'est pas la première fois que je le lis, que sur les 4 pays qui colonisent, le Kurdistan, la Turquie est celui qui a fait preuve de la répression, la plus, forte. Or, quand on sait aussi, ce qui s'est passé en Irak avec l'Anfal, ça m'a intriguée. Je me suis demandé, est-ce que c'est des données chiffrées? Est-ce que c'est, le fait que cette répression, elle ait été plus continue, par rapport aux autres pays? Qu'est-ce qui permet, de cette affirmation? Alors, c'est une affirmation qui, je pense qu'on peut évidemment la chiffrer, et je pense qu'on se rendra compte que c'est le cas, mais je trouve que ce serait triste de la chiffrer, c'est-à-dire qu'on paraît des morts entre des morts, c'est pas une chose à faire, je pense. Moi, je parle plus en termes de symbolique, non, même pas de symbolique, pardon, en termes de structure. C'est-à-dire que la Turquie, et encore, c'est le cas encore aujourd'hui, s'est fondée et continue à vivre sur la colonisation du Kurdistan. C'est-à-dire que dès que la Turquie naît en 1923, les premières lois qui sont mises en place sont des lois anti-kurdes. C'est des lois pour interdire les mots au Kurdistan, la langue kurde, etc. C'est vraiment les premières lois qui sont mises en place, c'est celles-ci. Et les répressions et la violence des lois qui vont être mettre en place contre les Kurdes en Turquie, ça va être ces lois-là vont être la base pour les trois autres pays dans leur lutte contre les Kurdes. En fait, la Turquie, c'est vraiment historiquement déjà la première qui va mettre en place des lois contre les Kurdes, qui vont inspirer les autres. Et Mmh. aussi, ensuite, c'est aussi celle qui va avoir
la cohérence la plus longue et persistante vis-à-vis des Kurdes. Là où, par exemple, en Irak, bon, il y a eu le royaume d'Irak qui était d'ailleurs soumis aux Anglais puis aux Américains. Puis ensuite, quand il y a eu la Révolution, et ensuite, il y a eu la mise en place de différents régimes, notamment celle de Qassem, qui va essayer de mettre en place un pays où les Kurdes et les Arabes vont pouvoir vivre conjointement. Mais après, il y a eu des complications avec Saddam Hussein, avec le parti Baas, etc. C'est très compliqué. Mais toujours est-il que en Irak, notamment suite à la révolution de 1961 de Barzani, de Mustafa Barzani, il y a quand même un rapport de force entre les partis politiques kurdes et l'État central irakien qui pousse l'État central irakien à parfois faire des concessions aux Kurdes, même si ça a évolué beaucoup au cours de l'histoire jusqu'aux années 2000, hein, évidemment. Mmh. Là où chez la Turquie, là où en Turquie, jusque quasiment les années 2000, 80, disons milieu des années 90 jusqu'à 2000, donc quasiment pendant 80 ans, ça n'a jamais eu lieu. Absolument jamais. Dès qu'il y a un semblant de question kurde qui est mise en place, c'est emprisonnement direct, c'est massacre, etc., etc. C'est d'une violence très, très, très extrême. Et aussi, il faut se rendre compte que l'assimilation forcée qu'a mis en place la Turquie à travers toutes les déportations que la Turquie a faites, à travers l'école et toute l'entreprise d'assimilation forcée qu'a lancée la Turquie, n'a pas du tout ce n'est pas du tout le même niveau qu'essaie de faire l'Irak, la Syrie ou même l'Iran. C'est pas le même moyen. En Irak, en Syrie, on parle de ceinture arabe. Les deux ont essayé de faire un projet de ceinture arabe au nord de leur pays, à la frontière avec la Turquie, en déplaçant des Kurdes pour mettre en place, pour mettre des Arabes à la place, ce qui est absolument abject, évidemment. Là où en Turquie, c'était déjà le cas en 1916, sous l'Empire ottoman. C'était le cas entre 1923 et 1940, les déportations. C'était le cas dans les années 80. J'ai un chiffre, c'est plus de 1 million, entre les années 80 et 90, c'est 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes qui vont être déplacées, voire déportées dans d'autres régions. C'est des chiffres, c'est constant, la déportation en Turquie, l'assimilation forcée, les violences, etc. Et donc voilà, c'est très important de se rendre compte que structurellement, la Turquie s'est construit sur le dos des Kurdes, même si c'est aussi le cas, bien évidemment, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, parce que c'est des pays aussi qui ont été construits euh, suite aux accords Sykes-Picot et suite au démantèlement des empires à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais dans le cas de la Turquie, c'est quand même une idéologie, donc le kémalisme qui est imprégné, qui est encore le cas, enfin qui est encore présent aujourd'hui en Turquie. C'est quand même le kémalisme qui s'est construit sur le dos des Kurdes et cette idéologie-là est encore présente tout au long de l'histoire de la Turquie jusqu'à encore aujourd'hui. Voilà. Désolé pour cette réponse un peu longue, Non, mais non, je mais pense que c'était c'est très important que les intéressant, gens c'est se important, comprennent ouais. Mmh. que c'est structurellement, que la Turquie s'est structurée sur le dos des Kurdes et c'est encore le cas aujourd'hui. Je te lis l'extrait suivant, qui est page 90. Comme l'écrit Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, l'évolution de l'intellectuel colonisé s'articule en 3 phases. 1. L'intellectuel colonisé prouve qu'il a assimilé la culture de l'occupant. C'est la période assimilationniste intégrale. 2. Le colonisé est ébranlé et décide de se souvenir des épisodes glorieux de son passé, cachés, voire effacés par la puissance coloniale. 3. La période de combat durant laquelle l'intellectuel colonisé se fait le réveilleur du peuple en produisant une littérature de combat révolutionnaire et nationale. Et d'ailleurs, plus tard, page 125, tu cites un certain nombre de dates clés, voilà, qui ont été déterrées pour permettre justement qu'il y ait des dates symboliques qui soient identifiées et qui permettent du coup à la population de s'identifier aux martyrs, etc. Ouais, cette citation est importante parce que c'est parfois un élément qui est, j'ai l'impression, un peu oublié dans l'analyse qui est faite du livre, que j'ai pu me rendre compte dans les différentes entretiens, dans les entretiens ou dans les rencontres que j'ai faites en librairie. C'est quand même cette place de l'intellectuel colonisé et, et c'est une place que j'ai l'impression, j'ai essayé d'expliquer quand même tout au long du livre, la place qu'ont les intellectuels, qu'ont les penseurs politiques, qu'ont les penseurs militants dans la lutte du peuple kurde. C'est quand même, et pour moi, c'est très important puisque, comme j'ai expliqué à travers cette citation de Frantz Fanon, l'intellectuel, notamment dans le cas des Kurdes, va éveiller et réveiller le peuple kurde tout au long de son histoire. C'était déjà le cas, c'est le cas dans tous les cas, dans les 4 pays. C'est vraiment les intellectuels.
c'est Kurdes, c'est-à-dire ceux qui vont partir dans les universités, ceux qui vont être près des milieux de gauche dans les années 50, 60, 70, etc., les années 80 aussi, qui vont être à l'origine des partis politiques qui sont encore là aujourd'hui. C'est le cas d'ailleurs du PKK, le plus grand, le parti hégémonique chez les Kurdes. C'est vraiment des étudiants dans des facs, etc., qui vont s'unir pour être. C'est ça qui va être le noyau euh, originel, le noyau, le noyau de fondateur du PKK. Ça va être des intellectuels justement qui qui sont passés par tout le processus que tu as cité à travers la citation de Frantz Fanon, c'est-à-dire à la fois d'assimiler la langue, de se réveiller et en se réveillant, enfin, en éveillant sa conscience de coloniser, éveiller celle de tout son peuple à travers des écrits, une lutte politique, etc. C'était le cas de Moussa Anter, c'était le cas de plein de personnes, de Nouri Dersimi, etc. Et donc, toute l'histoire du peuple kurde est échelonnée de personnes, de militants, d'intellectuels qui vont à la fois écrire la lutte du peuple kurde, la diriger, la penser, et ça, c'est un travail très important, notamment pour un peuple comme le peuple kurde, à qui on a interdit la langue, à qui on a mis en place des pratiques assimilationnistes très prononcées. Et donc, ce travail de l'intellectuel, c'est aussi, il est aussi très, s'il est aussi important, pardon, c'est aussi pour déconstruire l'œuvre des États centraux d'assimilation, d'interdit de la langue, etc. Et donc voilà, c'est important de me remettre la question des intellectuels colonisés, de la place des intellectuels dans la lutte d'un peuple colonisé comme le peuple kurde, au centre des questions anticoloniales, puisque c'est selon moi un élément essentiel, vraiment essentiel, dans le réveil du peuple kurde, tout au long de son histoire. On va maintenant parler un petit peu de confédéralisme démocratique. Et donc, je vais encore une fois te citer, page 149. Dans cette longue histoire politique, nombreux sont les partis kurdes qui décidèrent de revendiquer non plus une indépendance unification du Kurdistan, mais une autonomie régionale du Kurdistan au sein des frontières nationales héritées du début du XXe siècle. C'est le cas des Kurdes irakiens, mais aussi des Kurdes iraniens, y compris Gassemlou, à travers sa devise d'un Kurdistan autonome au sein d'un Iran démocratique. Ils privilégièrent ainsi les droits culturels, linguistiques et économiques au sein d'une autonomie régionale plutôt que la formation d'un État-nation kurde. Au cours de sa guérilla face à l'État turc, le PKK affirme à son tour ne pas revendiquer une indépendance du Kurdistan, mais une autonomie. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet extrait, c'est qu'on réduit parfois le confédéralisme démocratique à la pensée de Öcalan, mais là, on se rend compte que c'est une revendication qui n'est pas propre à Öcalan. Non, bien sûr. Et c'est même, disons que c'est le résultat de plusieurs décennies de lutte kurde. C'est pour ça que c'est important de remettre les questions comme ça d'idéologie politique, de pensée politique, c'est important de toujours les remettre dans un contexte. C'est-à-dire que si dans l'histoire du peuple kurde, il y a eu autant de partis politiques qui étaient de gauche, de marxistes-léninistes, etc., c'est pour des raisons que j'expliquais d'ailleurs dans le livre. C'est à la fois parce que c'est des idées qui sont donc les idées marxistes-léninistes qui sont des idées très puissantes dans les questions de lutte anticoloniale, tout comme l'histoire de tous les peuples colonisés l'ont démontré durant tout le XXe siècle. C'est aussi parce que ça, il y a aussi la puissance tutélaire de l'URSS. C'est aussi parce qu'il y a cette puissance, enfin cette période historique où beaucoup de partis de libération nationale être imprégnés des questions marxistes-léninistes. C'est aussi parce que dans les pays en question, dans les 4 pays qui colonisent le Kurdistan, c'est vraiment les partis marxistes-léninistes qui vont être le plus en soutien des Kurdes, et cetera. Donc il y a toute une histoire à comprendre. Et de la même manière, pour le confédéralisme démocratique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le résultat d'un processus de plusieurs décennies qui a touché tous les partis politiques kurdes, et qui a débuté avec la question de la création des partis d'ailleurs kurdes autonomes, puisque jusque-là, jusqu'aux années 60, grosso modo, les Kurdes qui luttaient pour leurs droits luttaient au sein des partis communistes turcs, arabes ou iraniens. Et en raison du chauvinisme qui est malheureusement toujours prégnant dans les questions, dans les partis marxistes, dans les partis communistes, donc le chauvinisme, c'est-à-dire cette volonté de protéger, enfin de remettre les questions de minorité à un après-révolution prolétarienne. Et donc voilà, donc à cause de cette question-là, les partis kurdes se sont autonomisés. Donc, enfin, les militants kurdes ont créé leur propre parti kurde autonome. Donc c'est là qu'il y a la création du PDKI, du parti PDK, du parti kurde syrien, du PKK, etc., de plein de partis politiques.
Donc ça, c'est le début du processus que j'évoque. Évidemment, bah, ces partis-là vont être imprégnés des questions de marxisme-léninisme. Ils vont défendre la création d'un État kurde indépendant, comme tous les partis de libération nationale, bah, comme tous les pays colonisés finalement. Mais au cours de leur lutte contre les États centraux, ils vont se rendre compte que la question de l'indépendance du Kurdistan est vraiment une question très complexe. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas qu'une question d'indépendance. Pour les Kurdes, c'est une question d'indépendance, unification. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une indépendance des quatre parties du Kurdistan, mais aussi une unification des quatre parties pour en faire qu'une. Donc c'est une question très compliquée, auquel se sont confrontés les partis politiques kurdes. Et ils ont eu comme réponse, comme j'explique dans cette citation, d'avoir un projet minimum qui est, à minima, avoir l'autonomie. Donc l'autonomie du peuple kurde en Iran, en Irak, notamment pour la question des Kurdes irakiens et Kurdes iraniens, mais aussi c'est pareil en Turquie et en Syrie. Et donc la question de l'autonomie, donc que les gens comprennent, l'autonomie, ça veut simplement dire gérer les questions locales, les questions au niveau des villes, au niveau des régions. Donc ça peut être des questions d'économie locale, questions sociétales, la question sociale, de santé, etc. Et laisser les questions de défense nationale, d'économie, je sais pas, monétaire, etc. Aux pays centraux, aux capitales, donc à Téhéran, à Damas, à Bagdad et à Ankara. Donc c'est vraiment ça la question de l'autonomie dans enfin, pas en détail, hein, l'idée générale de l'autonomie. Et donc, c'est ce qu'ont défendu les Kurdes durant plusieurs décennies, comme j'explique, que ce soit les Kurdes iraniens, les Kurdes irakiens, etc. Même le PKK, à un moment donné, a défendu la question de l'autonomie plus que la question de l'indépendance dans sa lutte contre le peuple turc, contre l'État turc, pardon, dans les années 90. Mais le shift que va vraiment créer le confédéralisme démocratique, c'est de justifier pour la première fois politiquement cette recherche de l'autonomie. Parce que comme je l'ai dit précédemment, cette recherche de l'autonomie, les Kurdes vont la faire surtout parce que c'est ce qui, ils peuvent pas atteindre l'indépendance en raison du rapport de force qu'il y avait entre les États centraux et les partis politiques kurdes, et ils vont demander un minima une autonomie qu'ils vont jamais réussir à obtenir. Je veux dire en négociant comme ça. Mais et ce sera aussi le cas du PKK, mais disons avec le renouveau idéologique du début des années 2000, propulsé notamment par Öcalan dans sa prison. L'idée du confédéralisme démocratique, c'est de justifier pour la première fois pourquoi les Kurdes cherchent l'autonomie et pas la création d'un État kurde indépendant. Et ben là, c'est plus lié aux questions d'État-nation, de pas vouloir reproduire un État-nation pour reproduire encore une fois les mêmes, les mêmes processus de répression que les Kurdes ont vécu sur d'autres minorités. Donc voilà, donc je rentre pas dans le détail, mais c'est important de comprendre que le processus pour arriver jusqu'au confédéralisme démocratique, c'est pas juste, comme tu l'as dit, comme tu peux le penser ou comme les gens peuvent le penser, une émanation de la pensée de Öcalan seulement. C'est aussi le résultat de plusieurs décennies de lutte du peuple kurde, qui tend de plus en plus vers l'autonomie et enfin une justification politique d'autonomie. C'est ce qu'est devenu, le confédéralisme démocratique. Ouais. Alors, on vient de citer plusieurs fois le nom de Öcalan et tu écris quelque chose que je trouve très intéressant et que j'ai rarement vu écrit de façon aussi explicite. Donc, c'est page 168. Les dirigeants du PKK se retrouvent dans une impasse. Ils ne peuvent aller à la rencontre de la prétendue volonté, ils ne peuvent aller à l'encontre, pardon, de la prétendue volonté de leur leader, même s'il est difficile d'imaginer que sa parole soit libre et avisée après plus d'une décennie d'isolement. La centralité de sa libération, l'influence persistante de son discours malgré les conditions de sa détention et l'aura qu'il conserve auprès des masses kurdes contribuent à figer la situation depuis les années 2000. Je te laisse réagir. Bah là, c'est une question importante parce que c'est vrai que Öcalan, c'est un des fondateurs et le leader du PKK, et donc c'est une figure très importante et il est en prison depuis 99. Et, et ce qui est vraiment très compliqué, c'est que, évidemment, si on imagine bien que les conditions de cette détention sont très compliquées, que la Turquie, en plus, il y a plusieurs, comme je l'ai dit plusieurs fois, je l'écris dans le livre, mais il y a plusieurs organisations internationales au cours de son emprisonnement depuis plus de 25 ans qui ont dénoncé des conditions inadmissibles, des fois de torture psychologique. Il y a des scènes où on le voit des fois, il y a eu des vidéos qui sont sorties quelques années après sa détention, où on le voit vraiment terrorisé face à l'armée turque qui l'a arrêté, etc. Donc ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte de ces conséquences de sa détention. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a cette,
tout au long de l'histoire du PKK, il y a aussi eu cette figure du leader qui était très importante, notamment le leader de Jalan. Et il y a une vraie, un engouement très important, une personnification quasiment de la lutte du peuple kurde à travers Öcalan, qui a construit le PKK au cours de son existence. Et au moment de son arrestation, ils ont perpétué cette question de l'importance de Öcalan. Et depuis plus de 25 ans, une des principales luttes du peuple kurde, notamment en particulier de la diaspora, mais pas que la diaspora, même au sein des organisations en Turquie, en Syrie, en Irak ou en Iran, c'est la question de la libération de Jalan, qui est certes très importante, mais qui est quasiment, qui prend énormément d'énergie, et une force extrême, et qui est vraiment centralisée sur la question de Jalan, alors qu'il est dommage que la question de la libération de Jalan ne soit pas un outil, un argument pour mettre dans cette question de la libération de Öcalan, de la libération de tous les prisonniers politiques. On pense notamment à Selahattin Demirtas, à toutes les personnes qui ont été emprisonnées en Turquie, mais pas que dans les autres pays. Je pense à Neden Durak, à tous les prisonniers politiques kurdes, qui sont malheureusement plusieurs dizaines de milliers. Et je pense que c'est important déjà de prendre en compte la question plus globale de la libération des prisonniers politiques. Maintenant, pour revenir à ce que j'ai écrit dans le livre et à la question de Jalan en particulier, comme je l'ai dit, il y a cette figure importante de Jalan qui a été construit, qui a construit le PKK depuis son existence quasiment. Et avec son arrestation, ils sont un peu bloqués. Là, en tout cas, les dirigeants du PKK vont être bloqués. Je pense, en raison de l'importance qu'ils ont donnée à la figure de Jalan, en raison de la centralité de sa libération. Dès que Dylan va faire une déclaration, comme j'ai expliqué, plus ou moins libre, c'est-à-dire que on imagine bien qu'il n'est pas totalement libre dans ses actions, dans ses paroles, puisque l'État turc doit forcément le brider, c'est une évidence, que c'est absolument évident, cette donnée est absolument évidente. Et donc, compte tenu de cette déclaration, où depuis son arrestation, il a plusieurs fois proposé un cessez-le-feu, un arrêt de la lutte armée, voire même une dissolution du PKK. C'était le cas en 2009, en 2011, en 2015, enfin plusieurs fois depuis son arrestation. Il y a eu ces négociations qui ont été faites entre le PKK et l'État turc, notamment propulsées par la parole de Öcalan, comme ça a été le cas en février dernier. Et à chaque fois, les dirigeants du PKK vont suivre la lancée, enfin suivre ce que leur dirigeant a lancé, mais à chaque fois, les négociations vont échouer à cause de la mauvaise volonté de l'État turc, et le PKK va souvent être affaibli suite à ces périodes de négociation. Et donc ça paraît assez évident qu'il y a une dualité entre le leader du PKK, Öcalan, qui est en prison, les dirigeants du PKK qui sont dans les montagnes du Kurdistan irakien, qui luttent constamment contre l'État turc, mais qui sont aussi tributaires de la figure de Öcalan qu'ils ont eux-mêmes construit au cours de leur résistance, et qui est malheureusement pris dans les geôles turques, et donc notamment dans sa parole est limitée, et ça, c'est très important à comprendre, cette complexité de la situation de Jalan et du PKK. Voilà. Je voudrais, te faire réagir, donc ce sera mon avant-dernière, citation sur un tout autre sujet. Tu expliques bien, comment une grande partie, de la classe politique française, ne parle des Kurdes qu'à travers leur opposition à Daesh. Et ce n'est qu'un bref épisode dans la longue lutte de libération du peuple kurde. Et à ce sujet, tu écris: inévitablement, une telle instrumentalisation produit au sein des populations non blanches, en particulier chez les musulmans, au mieux une indifférence, au pire une méfiance, voire un sentiment de rejet envers les Kurdes. Oui, alors, c'est déjà, pour revenir sur le premier point que tu as cité, c'est vrai que parler des Kurdes qu'à travers leur opposition à Daesh, c'est absolument ignoble. J'en ai marre et constamment marre d'entendre des personnalités politiques qui vont de l'extrême droite à la gauche, voire même à l'extrême gauche, de parler des Kurdes à travers les fiers combattants contre Daesh, comme s'il fallait donner une médaille aux Kurdes, aux gentils Kurdes qui ont combattu Daesh pour les beaux yeux de l'Occident. Alors que finalement, si les Kurdes ont combattu Daesh, c'est pour une question de survie, et qu'il n'y a pas que les Kurdes qui ont combattu Daesh, les Arabes ont aussi combattu Daesh, les Syriaques, enfin plein de populations qui ont été concernées par la violence inouïe de Daesh ont combattu cette entité-là. Et donc vouloir toujours euh, enfin j'ai l'impression que dans la parole des personnalités politiques en France, faire un lien entre la lutte du peuple kurde et celle qu'ils ont faite contre Daesh, c'est dire, bah, ils méritent
qu'on les soutienne, les Kurdes, parce qu'ils ont combattu Daesh. Mmh. Sous-entendu, s'ils n'avaient pas combattu Daesh, ils mériteraient pas qu'on les aide et qu'on les soutienne parce que voilà, on fait comme ça. Donc c'est absolument ignoble déjà, c'est important pour moi de le redire ici. Ensuite, sur le second point que tu as relevé, sur la question des ressentiments des populations non blanches, en particulier musulmanes, en France vis-à-vis des Kurdes, ça c'est un point important, ça c'est un élément que j'ai constaté tout au long de mon militantisme au sein des milieux antiracistes, c'est qu'il y a vraiment évidemment une méconnaissance déjà de base de la question kurde, et même parfois une méfiance, puisque la lutte du peuple kurde va souvent être utilisée, instrumentalisée en France pour taper contre les femmes musulmanes, et notamment les femmes voilées en France. Ça va être le cas, par exemple, de Caroline Fourest, qui va glorifier les femmes combattantes kurdes dans son livre, pardon, dans son film Sœur d'armes, son documentaire film, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est dans sa bouse qui est Sœur d'armes, où elle va vraiment montrer une image très occidentalisée, très orientaliste des femmes kurdes, et avec vraiment une islamophobie perpétuelle, constante, qui lui est totalement qui est propre à Caroline Forrest d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant de Et lire les critiques de femmes kurdes qui ont, émergé au moment de la exactement, sortie du livre, du film. exactement. C'est très important de voir que les femmes kurdes ont dénoncé ce film en disant que c'est totalement un point de vue de femmes occidentales, orientalistes, etc. Et c'est pareil, je peux prendre un autre exemple. On a Bernard BHL qui va aussi instrumentaliser la lutte du peuple kurde. Et c'est très important de comprendre que pour une population musulmane en France qui vit l'islamophobie virulente de l'État français depuis plusieurs années, de tomber contre, enfin, d'avoir cette instrumentalisation, pardon, de la lutte du peuple kurde à des fins islamophobes, à travers Karin Forest, BHL ou d'autres, bah, ça crée évidemment une réaction de méfiance, de rejet de la lutte du peuple kurde en raison de l'islamophobie très très prégnante en France. Du coup, forcément, une réaction normale de ces personnes-là, c'est de se dire, bah, encore une fois, on va utiliser une population pour s'en prendre aux musulmans. Et bah, évidemment, ils vont pas. La première réaction, ça va être une défiance vis-à-vis des Kurdes, là, alors même que les Kurdes sont en majorité musulmans, et donc c'est totalement. C'est vraiment une tristesse absolue de voir des populations non blanches, en particulier les populations musulmanes en France, C'est tellement avoir instrumentalisé que parfois on en oublie que les Kurdes sont eux-mêmes musulmans pour la majorité. voilà, exactement. C'est ça qui est terrible, c'est que et du coup, ça crée une situation terrible où des musulmans vont être méfiants envers d'autres, simplement parce que des personnalités politiques vont instrumentaliser leur lutte contre les femmes musulmanes en France. Ça va être aussi le cas avec la mort de Gina Amini. Quand Gina Amini meurt, il y a une propagande islamophobe absolument terrible en France, euh, qui se, comment dire, qui se retrouve dans ce slogan Femme, vie, liberté, que beaucoup de femmes musulmanes voient comme une atteinte à leurs droits, puisque le slogan Jinjian Azadi, donc Femme, vie, liberté, qui est né dans la lutte du peuple kurde dans, depuis plusieurs années, même pas seulement après la mort de Gina, c'est vraiment un slogan central de la lutte du peuple kurde, notamment à travers l'idéologie du PKK. Bah, du coup, ce slogan-là, qui est important pour nous les Kurdes, en France, il est totalement détruit parce qu'il a été récupéré par le camp islamophobe contre les femmes voilées en France. Et donc évidemment, il y a toujours cette dichotomie où nous, les Kurdes, on voudrait défendre le slogan Jinjian Azadi pour ce qu'il dit vraiment, et l'immense majorité des personnalités politiques françaises, notamment mainstream et de droite et d'extrême droite, qui vont récupérer ce slogan pour taper contre les femmes voilées en France. Donc c'est tout c'est ce moment-là politique où le slogan Femme, vie, liberté a été récupéré à des fins islamophobes. C'est, ça symbolise vraiment cette récupération et l'instrumentalisation qui est faite de la lutte du peuple kurde contre les intérêts du peuple kurde, et surtout pour que les populations musulmanes en France soient méfiantes vis-à-vis des Kurdes. Ça cristallise, c'est vraiment cristallisé, symbolisé par le slogan Femme, vie, liberté et par son histoire en France. Voilà, je trouve.
Je voudrais te faire réagir à une dernière citation pour finir, qui est 104 page 199 dans ton épilogue. Le peuple kurde est en lutte partout. Son unité se renforce et les Kurdes sont devenus des acteurs politiques majeurs du Moyen-Orient avec lesquels les États centraux doivent désormais compter. Cette ambivalence de la situation kurde entre vulnérabilité et aplomb n'est finalement pas surprenante. La libération des Kurdes passera nécessairement par la confrontation simultanée avec les États qui les oppressent depuis plus d'un siècle et auxquels il faudra bien arracher la reconnaissance de leurs droits. Ah ça, c'est un peu le constat que je fais de la situation actuelle. Eh bien, justement, c'est vrai que les Kurdes ont tendance, comme malheureusement beaucoup de peuples colonisés, à toujours voir le verre, à moitié vide, de dire: «Ah ouais, on subit beaucoup de violences, les Kurdes en Syrie, ils sont, sous le coup de se faire, attaquer par la Turquie et cetera» et c'est vrai, hein, il faut se rendre compte que la situation des Kurdes est évidemment très précaire, très difficile, parce qu'on est colonisé et parce que c'est très compliqué. Mais il faut aussi voir l'autre versant de cette histoire et qu'on voit assez peu, c'est que réellement les Kurdes sont devenus des acteurs majeurs du Moyen-Orient, et ce en quelques années. Prenons simplement le cas de la Syrie. Jusque a avant, 2000, avant 2010, la question kurde en Syrie, était quasi morte. C'était très difficile, d'en parler. Bachar el-Assad tenait son pays d'une main de fer. Et ensuite avec, les éléments de 2011 et cetera, avec les évolutions que ça a eu, entre 2011 et aujourd'hui, la question principale maintenant dans la nouvelle série, vraiment la question principale, c'est les relations que vont avoir, l'État central syrien et les forces démocratiques syriennes dans le nord. Enfin, hem, dont les Kurdes sont une force, majeure, une force centrale, du nord de la Syrie et ça, c'est absolument incroyable. Il faut se rendre compte de l'évolution politique exceptionnelle. C'est qu'aujourd'hui, la question principale d'un pays important comme la Syrie, c'est la question kurde. De même, en Turquie, jusque les années 80-90, la question kurde est quasiment inexistante parce qu'elle a totalement été réprimée et la Turquie a supprimé la question kurde depuis, les années, 30-40. Sauf qu'avec la lutte du peuple kurde, avec la lutte du PKK notamment, la question kurde est devenue centrale en Turquie. C'est la question principale en Turquie, c'est la question kurde. À chaque élection, à chaque fois, c'est toujours la question kurde qui est centrale. Et ça, c'est absolument important de comprendre. De la même manière, en Iran. En Iran, la révolte suite à la mort de Gina Amini en 2022, ça a été un événement politique absolument majeur, exceptionnel. Et c'est parti du Kurdistan iranien et ça a repolitisé toute une partie de la population kurde en Iran, face au régime iranien. Et en fait et pareil en Irak, les Kurdes irakiens sont, autonomes depuis plus de 20 ans. C'est la région kurde irakienne qui est, pour l'instant la plus, prospère de tout l'Irak, avec bien sûr toutes les, critiques que je peux faire du Kurdistan irakien, dont je parle dans le livre. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bref, tout ça pour dire que voici un constat fait des 4 Kurdistans, dans les 4 pays et on voit bien que la question kurde est, absolument centrale. Les rapports de force sont là, aussi bien en Syrie, en Irak, en Iran ou en Turquie. Avec évidemment plus ou moins avec des différences évidemment notables. En Syrie, le rapport de force est quasiment égal entre, les forces démocratiques syriennes et Damas, donc c'est absolument c'est exceptionnel. En Turquie, il y a un vrai rapport de force politique qui est mis en place depuis l'annonce de la dissolution du PKK, où il y a des vrais changements qui ont l'air d'avoir lieu en Turquie, notamment, avec les déclarations, de l'extrême droite et de la droite nationaliste turque, où, il y a un vrai poids important qui a été fait, enfin, c'est vraiment le résultat du poids politique important du PKK en Turquie et de la lutte du peuple kurde de manière générale en Turquie. Bon, en Irak, évidemment, le rapport de force, il est encore en faveur du Kurdistan irakien par rapport à Bagdad et en Iran, le rapport de force politique entre les Kurdes et le régime iranien, se développe et évolue en fonction des événements, notamment, des événements comme la mort de Gina Amini en 2022. Donc voilà, c'est important de comprendre que, bien qu'il y ait une violence extrêmement violente comme en Iran, où il y a beaucoup d'exécutions, de Kurdes, en Turquie, où il y a encore beaucoup de mères qui sont emprisonnées et cetera, en Syrie où évidemment, la violence des milices, pro-turques est absolument très, très violente et il y a un vrai risque contre les Kurdes syriens. Eh bien, malgré cela, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une vraie, force politique kurde, qui a émergé depuis plusieurs années et qui est devenue, absolument centrale dans cette région, centrale pour les 4 pays et qui est, qui n'est, qui est évidemment très porteur d'espoir pour nous autres Kurdes. C'est vraiment important de le comprendre et de voir que cette situation-là est le fruit de plusieurs années de lutte, de plusieurs décennies de lutte kurde. Voilà.
Alors on s'était, fixé 2 objectifs, hein, avant de lancer le bouton, enregistrer. Le premier c'était de faire moins de 30 minutes, donc c'est officiellement loupé. Et le deuxième c'était d'enregistrer, sans montage. Donc là, pour le coup, c'est vraiment réussi. Mais en vrai, je suis très contente qu'on ait fait plus de 30 minutes parce que c'était vraiment passionnant et ça en valait le coup. Bon, j'avoue, j'ai zappé 2 questions, mais ce sera, l'occasion de renvoyer, les auditeuristes vers ton livre dont je rappelle le titre, donc «Leçons kurdes, les damnés des montagnes», publié à la Fabrique et donc disponible depuis le mois de novembre dans toutes les librairies, soit en achat direct, soit en commande. Génial, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi.